Alors, j'ai intitulé mon exposé, que je vais essayer de faire le plus concis possible, compte tenu du temps de parole et du fait que je voudrais vraiment passer la parole à Christophe Furger le plus tôt possible. Je l'ai intitulé donc « De l'idée à la pratique », en prenant comme exemple la création de ProAnima et pour faire une démonstration de la difficulté d'avoir raison trop tôt, si je peux dire. Donc, quand j'ai créé ProAnima, j'avais eu accès quelques années auparavant, en tant qu'administrateur de l'ASPA, à des dossiers horribles sur l'expérimentation animale. Et maintenant, après l'exposé brillant d'Audrey, vous avez une idée plus précise de ce que cela peut représenter. Et j'en avais été bien entendu profondément choquée et je m'étais dit, il faut faire quelque chose. Il y avait déjà des ligues anti-vivisection, dont la première, je rappellerai, a été créée par Victor Hugo, on ne le dit jamais, dans les années 1850. Mais ces ligues dénonçaient, à juste titre, les failles de l'expérimentation animale et surtout l'horreur de l'expérimentation animale. Mais je m'étais dit que, partant de cette idée, il fallait proposer quelque chose d'autre. À l'époque, les méthodes dites substitutives, c'est-à-dire des méthodes fiables de recherche sans animaux, c'était le début, c'était vraiment les pionniers, il y avait peu de choses. Enfin, en faisant les tours de table, je me suis aperçue qu'il il existait quand même déjà des cultures de peau, déjà des choses dans les biomathématiques, etc., qui pouvaient être financées. Et je suis allée trouver Théodore Monod, et je lui ai expliqué ce que je voulais faire, créer un comité. Il a levé les yeux au ciel en me disant « Vous n'avez pas choisi quelque chose de facile, mais je vous aiderai ». Et puis il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais, le peu que l'on peut faire, il faut le faire. Et je me suis toujours souvenue de cette phrase, tant elle était prémonitoire pour tout ce qui allait arriver et toutes les embûches que nous allions avoir avec ProAnima. Les embûches et quelques succès aussi, effectivement, mais ô combien difficiles. Donc, nous avons créé ProAnima. ProAnima, c'est du latin, anima, animé, l'âme, l'âme pour les croyants, ou le souffle, la vie. Et je trouvais que c'était un vraiment beau nom pour ce que je voulais faire, préserver la vie de tous, et à commencer par celle des animaux. Donc, j'ai eu la chance d'avoir non seulement le soutien de Théodore Monod, mais de quelques personnalités qui nous ont donné véritablement un coup de pouce pour le départ. Mais tout ceci, c'était très bien, mais encore fallait-il avoir les moyens de répondre à nos objectifs. Et là, les moyens, on n'en avait pas. On avait mis nos économies dans l'association. Et les économies, moi, j'en ai jamais fait beaucoup, donc c'était pas beaucoup. Enfin, et là, j'ai eu l'idée d'organiser des compétitions de golf au profit de ProAnima, bien entendu. Et j'en ai organisé les week-ends, puisque la semaine, on travaille. Et pratiquement dans tous les golfs de France. Et l'idée, c'était que, à travers le golf, qui est une école de fair play, de dynamisme, de maîtrise de soi, c'était une bonne façon de peut-être commencer à parler et d'intéresser les leaders d'opinion qui jouent au golf à ces questions de méthodes substitutives, à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait, à l'expérimentation animale. Donc, nous avons commencé ça dans toute la France. J'en ai fait pendant 18 ans avec j'avais fait un partenariat avec des journaux de golf, donc France Golf. Et ensuite, j'avais trouvé des mécènes, des sponsors qui nous ont été fidèles, qui m'ont été fidèles pendant 18 ans. Donc, c'est dire que pour avoir comme ça des financiers pendant 18 ans, il fallait respecter ses engagements et être bon pour ses engagements. Et je dirais que c'est ça peut-être le fil directeur pour les financements, pour que ce soit maintenant le financement participatif ou que ce soit les financements avec des mécènes. Il faut absolument être bon pour ses engagements et les respecter.
Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire à travers ces compétitions. Et grâce à cela, nous avons pu participer à des colloques, du lobbying à Bruxelles, à Strasbourg, et mettre véritablement ces idées et ces objectifs en pratique. On a organisé avec François Darcourt un colloque à l'Assemblée nationale où 101 députés se sont prononcés contre l'expérimentation animale et surtout en faveur des méthodes alternatives. 101 députés, c'était en 1992 ou 93, je ne sais plus, 93 je crois. Et grâce à cela, nous avons participé aussi à des colloques, et je ne compte plus les courriers, justement, quand certains disaient « mais pourquoi vous n'écrivez pas ?» On a écrit dans tous les ministères, les recherches, enfin, je passe tout ce qu'on a pu faire. Mais grâce à nous avons peu à peu formé une équipe solidaire, motivée, et petit à petit intéresser le plus de personnes. Et comme j'avais créé aussi une compétition média destinée aux journalistes, aux médias, je pouvais comme ça faire passer l'information plus facilement en faisant gagner, bien sûr. Enfin, certains journalistes recevaient des prix, etc. Donc, je les intéressais comme ça. Mais cela dit, c'était vraiment le tout début. Et on nous prenait pour des fous. Et quand on nous prenait pour des moitiés fous, c'est qu'on allait mieux. Hein. C'est ça. Donc, en 1995, et je voudrais souligner que les actions des grandes ONG, ou que ce soit des grandes fondations ou des petites associations, si elles convergent dans le même sens, sont tout à fait utiles. Et je crois qu'on arrivera vraiment à maîtriser et à peut-être faire face au lobby terriblement important que nous avons en face, si nous nous y mettons tous solidairement et tous ensemble. Nous, le peu que l'on peut faire, on le fait, mais c'est loin d'être suffisant, comme on le verra plus tard. Mais enfin, les choses avancent quand même. En 1995, nous avons créé le bulletin Science, Enjeux, Santé, suivi pour dénoncer, bien sûr, les accidents dus aux médicaments et aux produits chimiques, pourtant longuement testés sur les animaux. Et ce bulletin qui continue d'être publié apporte chaque trimestre des informations, des réflexions et des critiques scientifiques pour une science moderne, logique et éthique. Et également, il sert à faire le point sur les alternatives aux expérimentations animales. Alors, oui, c'est parce qu'en France, c'est important de souligner qu'il n'y a aucune publication en français relatant les recherches et publiant les recherches sur les méthodes alternatives dans le style d'un très bon journal qui s'appelle, très bonne revue qui s'appelle Altex et qui est publiée, c'est une revue à comité de lecture qui est publiée en anglais, uniquement en anglais. Mais en France, ou en tout cas en langue française, il n'y a rien de ce style. On peut le regretter. Mais en tout cas, Altex est une très bonne revue. En 1996, nous avons créé un premier colloque sur la toxicologie moléculaire. Et puis en 2007, ce fut le début du programme Valitox. Alors l'idée, c'était de promouvoir un protocole de test in vitro pour mieux tester les produits chimiques, bien entendu. Et notamment dans le cadre de la directive cosmétique et de la directive européenne REACH sur les produits chimiques. REACH, c'est enregistrement, évaluation, autorisation des produits chimiques dans l'Union européenne. Donc les premières recherches avec Valitox, et Christophe Furger en parlera plus en détail, ont donné lieu à une première publication dans justement cette revue à comité de lecture Altex. Je voudrais, en parlant de solidarité et avec toutes les grandes ONG et les moins grandes d'ailleurs, je voudrais souligner les soutiens des principales ONG de protection des animaux que nous avons reçus, la Fondation 30 millions d'amis, la Fondation Brigitte Bardot, la Société nationale pour la défense des animaux, SNDA, l'Association Bourdon, la Ligue suisse contre la vivisection, la SPA aussi, ont prouvé qu'il était possible d'obtenir une mobilisation unitaire entre nos ONG.
Sans ces soutiens, nous n'aurions pu mener à bien les recherches et développements qui ont conduit effectivement le protocole Valitox à la pré-validation. Donc on parlera alors un petit mot des pré-validations. Bien sûr, André a raison en disant les validations sont excessivement longues, et c'est vrai, de 7 à 10 ans pour la plupart. Mais c'est quand même important parce que de toute façon, c'est le seul organisme en Europe qui valide, c'est-à-dire qui reconnaît officiellement les méthodes, et ensuite ces méthodes peuvent être employées à grande échelle par les industriels. Effectivement, il y a des failles encore, mais il va falloir travailler beaucoup là-dessus. Mais c'est quand même très important, malgré tout, d'avoir des recherches qui puissent être validées. Et donc, ce financement, sur plusieurs années, puisque ça fait nous l'avons lancé depuis 2006, a été financé à hauteur, pour le moment, c'est loin des chiffres de l'expérimentation animale d'ailleurs, a été financé à hauteur de 300 000 euros pratiquement au cours de ces dernières années. Donc, Christophe Furger vous détaillera cela. Une des raisons du choix de Valitox, eh bien, à l'origine, nous avons fait un tour de table avec pas mal de toxicologues et de chercheurs. Et le professeur Jean-Paul Escande et Jean-François Narbonne, dès le départ, ont été très intéressés par la technique. Et c'est la raison pour laquelle ProAnima a coordonné ce programme financé, comme je l'ai dit, par les principales associations de protection des animaux. En 2008, nous avons édité une liste de produits non testés sur les animaux. 2010, l'édition d'une liste des additifs, colorants et conservateurs les plus dangereux, qui a été éditée par le docteur Hervé Staub, l'un des référents de ProAnima, en mettant vraiment les plus dangereux, les plus toxiques, des additifs et des colorants conservateurs. Elle est à votre disposition d'ailleurs, quelque part ici, si ça vous intéresse. C'est utile dans les achats. Et dans la continuité de l'action menée par Valitox, ProAnima a créé en 2013 le fonds et le prix Éthique Science. Bon, bien entendu, pour financer plus de programmes de recherche, puisqu'il était apparu au fil des années de l'expérience qu'il y avait pas mal d'outils déjà disponibles et qu'il fallait vraiment financer au moins quelques-uns, ceux qui nous paraissaient les plus performants. Donc, avec Éthique Science, nous avons financé à partir de 2013 le laboratoire Oncotéix. Donc, Christophe Mas nous fait l'amitié d'être présent et il vous détaillera ce que sont ces recherches sur le cancer. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, et novateur et de formidable. Et ProAnima était très fier de s'associer et de les encourager, et d'encourager ces découvertes. Et ils ont été récompensés d'ailleurs par le prix Lush, je crois l'an dernier ou cette année, et ce qui nous conforte dans le fait que ce sont des recherches excessivement importantes sur le cancer à soutenir pour obtenir des meilleurs médicaments dans le futur. Voilà. Pour l'édition 2016, nous avons ajouté un nouveau programme représenté par le docteur Sadia Berata. Cette chercheuse propose aujourd'hui une nouvelle génération de peau synthétique. Ce modèle de peau en 3D répond à une problématique importante. Vous savez que depuis 2013, il n'est plus possible de tester des composants destinés aux produits cosmétiques. Cependant, si ces composants sont destinés à d'autres secteurs, c'est-à-dire le secteur pharmacologie ou agroalimentaire, alors ils peuvent être testés sur les animaux, sur des lapins notamment. Donc ce programme-là, une fois développé et validé, pourrait se substituer aux tests sur les animaux, et en particulier pour les détergents. Il va y avoir certainement une action qui va être faite là-dessus, d'ailleurs prochainement, et auquel ProAnima se joindra bien évidemment. Alors les idées pour le futur, eh bien il y en a plusieurs, bien évidemment. Développer cette plateforme Éthique Science, avec encore plus de recherche à développer si possible. C'est important d'avoir une plateforme indépendante de tout lobby,
avec les principaux acteurs de l'in vitro et puis bien entendu des mécènes pour financer la recherche hors expérimentation animale. La recherche participative, bien sûr, c'est important. Ça permet à chacun de donner son obol, peu ou suivant ses moyens. Mais ce n'est quand même pas si nous voulons faire de cette plateforme et du prix développer une plateforme plus puissante et pourquoi pas un jour une sorte de téléthon éthique, il faut manifestement développer avec plus de mécènes. Donc nous allons nous employer aussi à cela. Vous le voyez, nous avons été pionniers, c'est le début d'un tout début d'un progrès, mais le progrès est en marche et me semble-t-il, ce sera difficile d'arrêter le progrès, heureusement, malgré les menaces, malgré les embûches, malgré les épreuves. Je crois que tous ensemble, nous pouvons sortir vainqueurs de ce combat. C'est un véritable combat en faveur des alternatives. Donc, malgré même le manque de volonté politique, c'est vraiment urgent de promouvoir cette recherche sans animaux pour des raisons écologiques, scientifiques, éthiques et surtout au bénéfice de tous et de notre santé. Alors, les freins, évidemment, il y a beaucoup de freins. Ça a été évoqué par Audrey, par André également. Nous en avons identifié un qui est, nous semble-t-il, encore un autre qui est assez important, c'est la course aux publications. Parce que, alors, qu'est-ce que c'est que la course aux publications? C'est afin que le travail d'une équipe de chercheurs soit reconnu, rien ne vaut une publication dans une grande revue scientifique. C'est même indispensable. C'est un facteur de notoriété pour une équipe, mais également de tromperie. Dans ce contexte, les tests sur animaux se prêtent merveilleusement bien pour obtenir des publications qui font beaucoup d'effets et, in fine, obtenir des subventions. Réussir à guérir un animal qui a déjà été rendu malade au préalable par ces mêmes chercheurs est toujours très porteur en termes de publication. Même si, dans bien des cas, les résultats sur l'espèce humaine ne seront pas les mêmes. La publication aura déjà eu lieu et donc le bruit dans les médias aura déjà fait souche. Les expérimentations sur les animaux apportent une publicité au laboratoire, c'est certain, même si les résultats obtenus sont démentis ensuite. Elles montrent donc que les équipes sont au travail et justifient d'un certain dynamisme et surtout justifient des prestations et financements importants alloués à ce type de recherche. En effet, encore à l'heure actuelle, tout est fait pour perdurer avec l'expérimentation animale, nous l'avons vu malgré tout, malgré la directive 2010-63/UE stipulant que les méthodes alternatives doivent être encouragées et utilisées si disponibles. Mais, par exemple, un exemple flagrant, le chercheur qui a une animalerie a plus de chances d'obtenir des subventions que celui qui n'en a pas. Donc, nous demandons régulièrement une véritable éthique de la publication, notamment lorsqu'elles engagent des tests sur les animaux. Seuls des résultats positifs et avérés pour l'homme devraient être publiés et faire l'objet d'une campagne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors évidemment, je passerai sur les préjugés que nous rencontrons toujours trop et surtout le manque de connaissances et voire d'indifférence. Bien souvent, ces méthodes sont validées, mais la majorité de la communauté scientifique ne réalisent pas ça. Pour eux, ça reste abstrait, et quand on parle de méthodes substitutives, ça reste des cellules en culture dans une boîte en plastique, la plupart du temps. Donc, récemment, Santé Magazine a publié un dossier dans lequel les expérimentations animales, sans même donner la parole à d'autres experts d'ailleurs, dans lesquels les méthodes alternatives étaient dénigrées par les partisans de l'expérimentation animale. Oui. Dans le cadre des dissections, c'est la même chose. Le syndicat a dit non aux alternatives pédagogiques sans même essayer, dans un établissement pilote, une mise en place de ces nouveaux outils. Dans nos prochaines actions, nous allons demander au ministère concerné la mise en place d'une sorte de bulletin électronique
mensuels envoyés au laboratoire afin d'apporter une éducation sur le sujet. Donc, vous le voyez, une victoire n'est jamais acquise. On le voit d'ailleurs avec la directive cosmétique. Même si elle reste un progrès significatif, des ambiguïtés subsistent et des manières de la contourner en diminuent l'action positive. C'est idem pour les dissections interdites hier, autorisées aujourd'hui et espérons-le de nouveau interdites bientôt. Les lobbies sont en veille permanente pour contrer la moindre évolution. C'est encore le cas. Pourtant, le progrès scientifique arrivera à bout des expérimentations animales, en plus des actions militantes. Prise en étau entre revendications sociétales et progrès des sciences, l'expérimentation animale ne peut qu'être amenée à disparaître. Et les recherches sans test sur les animaux promisent à un bel avenir. Le plus tôt, le mieux pour notre santé, pour la nature et les animaux. Aujourd'hui, la pression ne vient pas seulement des ONG ou encore du grand public en général, qui est mal informé comme nous l'avons vu, elle vient aussi de la communauté scientifique elle-même, responsable d'avancées majeures en termes de découvertes sur la sensibilité animale, notamment, et sur les méthodes alternatives, bien évidemment. C'est elle qui nous enseigne aussi, bien sûr, en plus des avancées sur les méthodes alternatives, que les primates, les rongeurs ou même les poulpes ressentent des émotions, du stress ou de la souffrance. En fournissant de telles informations, l'ensemble de la communauté scientifique ne pourra pas rester éternellement dans le déni, au risque de se contredire elle-même. Je vous remercie. Merci infiniment, Christiane. Merci.